portant sur l'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée au secteur informel. Plus de précisions, c'est dans cette édition. 400 millions de francs guinéens pour l'autonomisation des femmes de Kaloum. La MUFA vient d'accorder ce prêt à 500 femmes pour un taux d'intérêt de 1%. Sport, les échos du tournoi international de judo qui s'est tenu récemment à Dakar. La Guinée occupe la deuxième place. Nos athlètes sont revenus avec 5 médailles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a reçu en audience les responsables des groupes Bolloré et Rusal. Avec ses investisseurs, il a été question de l'utilisation des rails de la CBK par Bolloré en vue de desservir le port sec de Kagbélé. D'autres questions d'intérêt mutuel ont été abordées. Compte rendu, Ibrahima Kitar. Le président de la République, professeur Alpha Condé, continue de rassurer les partenaires de la volonté du gouvernement d'entretenir ce qui est convenu d'appeler désormais le partenariat gagnant-gagnant. En recevant donc les groupes Roussal et Bolloré, il était question de l'utilisation du chemin de fer de la CBK par Bolloré au nom du gouvernement guinéen pour l'acheminement des conteneurs et autres colis lourds du port autonome de Conakry au port sec de Kagbélé. Dans le même registre, les discussions ont mis l'accent sur le chemin de fer de Kamsar en vue de son utilisation par Rouchal, Djandjan, Moubadala et la CBK. Aussi, cette audience a mis l'accent sur la situation de Fria. Pour les responsables de Rouchal, il s'agit de développer un partenariat entre les intervenants dans le secteur de la bauxite. Et selon eux, cette politique du chef de l'État est la bienvenue. Je peux exprimer les paroles de reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président, et sa participation personnelle dans le développement de l'industrie minière. Nous avons maintenant des partenaires civilisés en Guinée qui mènent leurs négociations de la manière comme ça se fait ailleurs dans le monde. Nous voulons souligner que nous supportons à son Excellence Monsieur le Président sa politique et ce qu'il a fait en ce qui concerne le port, le chemin de fer, la Conakry. Et nous voulons aussi noter que nous sommes en phase de finalisation avant de passer au régime de mutualisation de chemin de fer de la CBK. Nous sommes sûrs que les jeunes ministres nommés à leur poste vont d'une manière très opérationnelle et efficace résoudre les problèmes qui se sont peut-être accumulés depuis longtemps. En plus du désengorgement de la voie publique avec le port sec de Kagbélé, le président de la République, professeur Alpha Condé, souhaite la réhabilitation du chemin de fer de Fria qui peut, dans un bref avenir, servir de transport des personnes à l'aide des trains. Notre objectif est de faire en sorte que les camions citernes, les conteneurs soient ravitaillés à partir de Kagbélé par le chemin de fer. Donc dans un premier temps, nous avons demandé à Russal qu'on mutualise le chemin de CBK pour qu'on puisse évacuer, que le chemin de fer soit utilisé à la fois par Russal pour ses minéraux et par Bolloré pour le compte de la Guinée, pour que les camions conteneurs ne viennent plus à Conakry, ce qui crée beaucoup d'embouteillages. En même temps aussi, nous avons discuté pour que le chemin de fer Fria soit réhabilité, puisse être utilisé pour les petits trains, pour les passagers, pour désencombrer. Ça, c'était avec Bolloré et Russal. En même temps, avec Russal, nous avons discuté des décisions qu'ils ont avec le ministre des Mines pour le moment, en ce qui concerne l'exploitation de Djandjan et dans un premier temps l'exploitation de Djandjan par le chemin de fer de Kamsar qui a été aussi mutualisé, qui doit être utilisé maintenant par Russal, Moubadala et CBK. Donc ce sont ces questions-là que nous sommes venus discuter afin que FIA aussi puisse reprendre. Donc nous voyons globalement à la fois le problème du chemin de fer, le problème de Djandjan, l'exploitation de la mine, le problème de FRIA. Et pour aller vite, une mission mixte gouvernement et partenaires se rendra dans les prochains jours sur le terrain pour voir la faisabilité de tous ces projets de transport ferroviaire. Et puis, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur d'Éthiopie, son Excellence Haile Mariam Desalegn Botch, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, effectuera à compter du samedi 9 avril 2016 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 17 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême,
Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 8 avril 2016, le directeur Moussa Cissé. Autre activité du chef de l'État, professeur Alpha Condé a présidé ce matin un atelier portant sur l'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée au secteur informel. L'objectif étant la mise en place d'une fiscalité innovante. Les précisions avec Sanassi Kita. Comment faire des acteurs du secteur informel guinéen de vrais partenaires pour la relance réelle de l'économie tout en consolidant l'État? Voilà la principale question qui se pose au cours de cet atelier d'élaboration d'une stratégie fiscale adaptée au secteur informel. La cérémonie mobilise toutes les couches socio-professionnelles du pays ainsi que les partenaires au développement sous la conduite du président de la République. Cet atelier de 2 jours, organisé par le ministère du Budget, a double objectif. Premièrement, mettre en place une fiscalité innovante et adaptée au secteur informel. Et deuxièmement, améliorer substantiellement la légitimité de l'État. Mesdames et messieurs, les acteurs du secteur informel, la préoccupation du gouvernement est donc de trouver, de manière concertée avec vos animateurs de l'économie nationale, les voies et moyens pour réduire les obstacles qui perturbent votre développement, afin de permettre à vos activités de grandir, vous faciliter l'accès aux services financiers et bancaires et améliorer vos conditions de travail. L'objectif est donc d'aider à la construction de véritables PME guinéennes, créatrices d'emplois, qui distribuent davantage de revenus et participent effectivement et efficacement à la dynamique économique nationale. Des PME portées par des hommes et des femmes d'affaires guinéens, protégés et soutenus par le gouvernement et dont les efforts seront officiellement reconnus. Le ministre du Budget a en outre noté, je cite, « L'État a essentiellement 2 leviers pour agir sur l'économie, sa politique financière, budgétaire, monétaire et celle fiscale. Mais les acteurs du secteur informel ont toutefois des préoccupations. » Le soutien que nous recevons de l'État n'est pas à la hauteur des besoins. Nous aimerions que l'État crée un fonds d'appui à la formalisation, y compris la bancalisation du secteur informel. Nous voulons également que les entreprises qui se formalisent bénéficient d'avantages fiscaux. Les opérateurs économiques souffrent de la complicité du système fiscal guinéen qui offre à certains fonctionnaires la possibilité d'abuser de leur position. Nous souhaitons ainsi une simplification des procédures fiscales allant dans le sens d'une réduction du nombre d'impôts. Les opérateurs économiques souhaitent aussi une collaboration plus partenariale avec l'administration fiscale. Nous souhaitons que les collègues qui font des erreurs dans leur déclaration fiscale et qui sont de bonne foi ne soient pas sanctionnés comme des voleurs. Pour le président de la République, les recettes fiscales sont importantes et elles permettent surtout à l'État de répondre aux nombreuses aspirations des citoyens en finançant surtout des différentes actions économiques et sociales. Les recettes fiscales et non fiscales constituent la sève nourricière de l'économie d'un État, d'un pays. Ce sont les recettes qui permettent à l'État de financer les différentes actions économiques et sociales, directement et indirectement productives, nécessaires au bien-être des populations. C'est pourquoi un gouvernement doit avoir pour activité prioritaire la mobilisation des ressources internes que nul autre ne pourrait remplacer. C'est la pierre angulaire du développement. Certes,
Dans sa phase opérationnelle, le recouvrement pourrait s'avérer une tâche ardue par endroits pour de nombreuses raisons, dont entre autres le manque de motivation lui-même imputable, souvent au manque d'information et de sensibilisation. À cet égard, la méthode participative adoptée par le ministre du Budget et les opérateurs du secteur informel est assurément la bonne, car elle implique et responsabilise ces acteurs majeurs qui sont réunis ici dans cette salle ce matin. S'il y a des réticences à s'acquitter de l'impôt, c'est que l'information n'est pas passée correctement ou qu'elle a été biaisée avant de parvenir aux acteurs imposables. Autrement, il n'y a pas de problème. Aucun acteur économique ne refuse de payer l'impôt. S'acquitter de l'impôt est un acte civique. Il peut arriver que les imposables soient tentés de se soustraire en recourant à multiples, par exemple l'évasion fiscale ou la fraude fiscale. Nombreux sont les résultats attendus au cours de ces assises de 2 jours. Des résultats parmi lesquels on note l'élaboration d'une politique fiscale efficace et adaptée au secteur informel avec des indicateurs de suivi et un chronogramme à la clé. L'identification des actions prioritaires à mener pour améliorer substantiellement la légitimité fiscale de l'État avec également des indicateurs de suivi et un chronogramme à la clé. La mobilisation et la participation effective à l'élaboration de la stratégie fiscale des acteurs du secteur informel et de la société civile. Il faut préciser que cet atelier de 2 jours devrait permettre aux participants d'échanger sur tous les problèmes qui entravent le développement du secteur. C'est une initiative du ministère du Budget organisée en collaboration avec l'Association des commerçants guinéens du secteur informel. Les enjeux de la rencontre avec Alassane Diogobari. C'est conscient de l'importance du secteur informel en Guinée et de la nécessité de faire de ces acteurs de vrais partenaires pour relancer l'économie que les nouvelles autorités du ministère du Budget ont décidé d'associer ce secteur dynamique à l'analyse de sa propre situation. L'enjeu était ainsi double. Il s'agit d'améliorer la mobilisation et la sécurisation des ressources et qualifier les dépenses publiques et pour le secteur informel, la possibilité de migrer tout doucement vers le formel. Pour atteindre leur but, les membres du secteur informel souhaitent bénéficier auprès du fisc guinéen d'exonérations partielles en faveur de ceux qui sont enregistrés formellement, mais également demandent au ministère du Budget de peser sur les compagnies maritimes afin de revoir les frais qui sont à leurs yeux trop chers et changent tous les jours. À l'issue de ces travaux, le secteur informel se verrait pris en compte dans nos préoccupations, mais aussi des mesures qui vont être déclinées vont permettre de rassurer ce secteur pour que désormais un partenariat s'installe entre le secteur informel et l'administration fiscale afin de définir des stratégies viables pouvant permettre à l'administration d'engranger des recettes par le biais de centres de gestion agréés qui sont créés et mis à la disposition du secteur pour permettre leur prise en charge effective. Les acteurs du secteur informel souhaitent donc en définitive, d'une part, davantage d'incitations fiscales et moins de pénalités, et d'autre part, une stabilisation des frais de compagnie maritime, ce afin de mieux faire tourner l'économie, car après tout, le consommateur est le seul à supporter l'ensemble des frais imposés aux opérateurs économiques, aussi bien du formel que de l'informel. Et puis, avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau le ministre du Commerce, M. Marc Yambounou. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Monsieur le ministre, depuis un certain moment, nous avons constaté la réalisation de quelques activités au sein de votre département, allant dans le sens de l'accompagnement des filières agricoles, notamment celle de l'anacarde. Quelles sont aujourd'hui les grandes décisions prises par le gouvernement? Merci, madame. Il faut d'abord commencer à remercier très sincèrement le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a pris l'initiative pour donner une certaine impulsion au développement des filières agricoles dans notre pays. Et c'est sur ces initiatives, bien sûr, qu'il y a eu plusieurs activités qui ont été menées par le département du commerce et d'autres départements, et aussi par le pôle des conseillers de la présidence. Et à la suite de ces activités, des décisions majeures ont été prises pour accompagner le développement de ces filières, et notamment la filière cajou. Donc, parmi ces décisions,
Nous pouvons les classer en deux catégories. En amont, dans le cadre de l'accompagnement de la production et de la productivité. C'est-à-dire au niveau de la production d'abord et ensuite au niveau de la commercialisation. C'est ça. C'est-à-dire en amont, il faut d'abord améliorer la production et la productivité. Et ces mesures ont été prises, il faut les noter, de façon participative, avec l'implication de tous les acteurs. Toutes ces rencontres qui ont été réalisées, c'est en commun accord avec ces acteurs. Donc c'est des décisions collégiales et chacun a pris l'engagement de les respecter. Et quelles sont ces décisions? Parmi ces décisions majeures, madame, il faut noter d'abord qu'il faut immédiatement prendre en charge la formation des producteurs dans le cadre de la maîtrise des techniques. Comme cela se passe dans les autres pays. Effectivement, et cette formation doit être assurée par l'agriculture, le département de l'agriculture, avec son service chargé de la promotion et du conseil agricole, et avec aussi l'appui de la société spéciale. La deuxième mesure qui a été prise, c'est de prendre en compte dans la prochaine commande des intrants, les nécessités ou bien les besoins des producteurs de la noix de cajou. Je vais citer dans le cadre de ces intrants les engrais, les équipements. Les engrais, ils seront subventionnés par l'État. Au fait, c'est la même procédure de subvention qui sera appliquée comme ça se fait actuellement avec d'autres filières rizicoles et autres. Donc, il y aura l'accompagnement pour ces producteurs de bénéficier des engrais et aussi des variétés. Et aussi des sacs d'emballage. Vous savez, ce n'est pas un produit qu'il faut emballer dans n'importe quel sac, en plastique ou bien autre. Donc, il y a des sacs et des gîtes d'emballage qui sont spécialement faits pour la noix de cajou. Pour le moment, ce n'est pas fabriqué dans notre pays. Donc, ce programme d'accompagnement va prendre en charge leur importation, bien sûr avec la subvention de l'État. La troisième mesure phase qui a été prise autour de ces contestations, c'est de faire des études pour faire en sorte qu'il y ait des actions de désenclavement des zones de production. Principalement, c'est des zones de la région de Bokeh et aussi la région de la Haute-Guinée. Et au niveau de la commercialisation, monsieur le ministre? Bon, vous allez me permettre de finir avec les décisions prises en amont. Et il faut aussi appuyer la structuration de ces organisations de producteurs en organisation professionnelle. Faire en sorte aussi que l'on évalue les besoins en matériel, en catégorie et en type de matériel que ces producteurs ont besoin pour l'exploitation de leur plantation et aussi pour la transformation de la noix de cajou. Maintenant, je reviens sur votre question en aval. Au niveau de la commercialisation. Au niveau de la commercialisation. Brièvement, monsieur le ministre. Réellement, déjà, nous sommes très avancés. Il faut noter que depuis l'année passée, un décret, je m'excuse, un arrêté ministériel a été pris pour interdire la sortie à travers les frontières terrestres de la noix de cajou. Et vous allez veiller à ce que ces mesures soient appliquées, cette mesure soit appliquée? L'implication de tous les départements, de tous les secteurs, surtout de défense et de sécurité, est de mise. Et le chef de l'État porte une attention particulière sur ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est stipulé dans cet arrêté que le port de Conakry et l'aéroport de Conakry sont les deux points de sortie de nos produits, notamment la noix de cajou. Ce qu'il faut encore noter dans le cadre de la commercialisation, c'est la réglementation des opérations de commercialisation. Ne peut exercer dans ce maillon de la filière que les acteurs qui auront des cartes professionnelles délivrées par le ministère du Commerce. C'est-à-dire qu'il y aura des cartes pour les collecteurs dans les villages, il y aura des cartes pour les acheteurs qui sont les intermédiaires, une réorganisation et des cartes pour l'exportation. Monsieur le ministre, comment la décision phare aussi, cette fois-ci, sur instruction du chef de l'État et avec l'acceptation de tous les acteurs, il a été décidé de fixer un prix standard, un prix qu'on appelle dans le jargon de la commercialisation, un prix plancher de 5 000 francs sur l'ensemble du territoire national. Et donc, ce prix va être appliqué et c'est le minimum qu'on pourra débourser pour l'achat de nos produits en matière de commercialisation. Merci, monsieur le ministre. C'est à moi de vous remercier.
Ce journal se poursuit. 400 millions de francs guinéens, c'est le montant mis à la disposition de 500 femmes par la MUFA de Kaloum, mutuelle financière des femmes africaines. Le taux d'intérêt de ce crédit est de 1%. Ce prêt accordé à ces femmes devrait leur permettre de se prendre en charge. Une action inscrite dans le plan d'action du gouvernement pour l'émancipation féminine en Guinée. Reportage Kernos Mandialo. Pour appuyer l'autonomisation des femmes, le chef de l'État a lancé il y a un an le programme des mutuelles financières des femmes africaines en Guinée. Un programme qui entre dans sa phase cruciale avec l'octroi des crédits. À Kaloum, 400 millions de francs guinéens sont mis à la disposition des femmes, une vraie bouffée d'oxygène pour ces dames qui en général ont du mal à bénéficier de prêts dans les banques. Si tu prends, ça peut t'aider à condition que tu investisses convenablement. C'est vraiment une opportunité pour nous les femmes qui n'avons pas assez de moyens. On a tellement attendu ce jour pour vraiment honorer nos engagements. À l'avènement du pouvoir du professeur Alpha Condé, il a promis aux femmes et aux jeunes. Aujourd'hui, nous voilà devant ces braves femmes qui ont vraiment prouvé leur engagement à ouvrir leur compte à la MIFA de Kaloum. Et aujourd'hui, vraiment, on est vraiment contente et surtout aux braves femmes qui nous ont accompagnés. Uniquement les femmes disposant d'un compte à la mutuelle vont bénéficier de ce crédit au taux de remboursement particulièrement faible. Le but est de cultiver une solidarité féminine efficace pour accroître les revenus des adhérentes. Si on donne 1 million à une femme, remboursée dans 4 mois, il va ajouter seulement sur 1 million là 45 000. Si c'est remboursé pour un mois, dans un mois, il va ajouter 15 000 francs sur 1 million. Parce que notre président, le professeur Alpha Condé, il a voulu aider les femmes. Pleines d'espoir, ces femmes peuvent compter sur un partenaire de taille, Afriland First Bank, qui fait du soutien à l'émancipation féminine, un des axes majeurs de son développement en Guinée, avec l'installation des MUFA à travers le pays. Aux dames encore qui hésitent de venir dans les MUFA. MUFA, c'est une banque pour les dames. Pour ces braves femmes qui sont dehors, elles peuvent venir épargner leur argent et bénéficier des prêts. Afriland est là pour les accompagner. Afriland est le parrain, donc Afriland apporte aussi son soutien. La réussite du projet passe en effet par le remboursement des crédits. Des femmes leaders vont assurer le suivi. Elles font office de marraines de groupe. Direction d'Alaba pour parler de l'huilerie Senseri, une usine d'une capacité de transformation de 50 000 tonnes d'arachide par an. Malgré toutes les difficultés, elle continue de tourner et à générer des emplois pour les jeunes de la localité. Nous y reviendrons plus en détail avec Fatimatou Diallo. Et puis vers l'adoption d'un plan national de lutte contre le changement climatique ou tout au moins ses effets, un atelier à Conakry a permis aux environnementalistes d'identifier les risques auxquels la Guinée est exposée et la stratégie qui va être adoptée devra permettre d'atténuer cette vulnérabilité du pays. Reportage à Maratono. L'adaptation au changement climatique est devenue aujourd'hui une étape nécessaire dans la planification du développement de tous les pays. Pour répondre à cette exigence mondiale, les acteurs du secteur de l'environnement guinéen échangent sur les stratégies à adopter. Des techniques qui passent par l'évaluation des risques et vulnérabilités de la Guinée aux effets du changement climatique. Tous les départements techniques vont participer à la détermination de la vulnérabilité qui parle avant de s'adapter. Il faut connaître d'abord, on s'adapte à quoi? Quelle est la vulnérabilité qui se pose? Quelle est la problématique qui se pose pour lutter contre quelque chose? Mais il faut identifier d'abord les problématiques. À l'issue des échanges, de nouvelles stratégies de lutte contre les effets du changement climatique seront identifiées. Elles devraient permettre à la Guinée de sauver sa diversité biologique et la vie humaine. Cet atelier vise 1. Fournir des méthodologies et des outils pertinents pour le processus. Deuxièmement, fournir une plateforme pour partager les expériences et les enseignements tirés et promouvoir les bonnes pratiques. Troisièmement, améliorer la compréhension des procédures d'évaluation de l'aide financière grâce
aux mécanismes de financement disponibles. Ces plans d'identification préliminaire des risques et vulnérabilités constituent donc la nouvelle feuille de route de la Guinée. Fin à Kindia de la formation des cadres du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale. Les participants ont été outillés sur l'élaboration et l'utilisation des bases de données des sociétés minières. L'initiative participe du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. La remise de ces attestations est le couronnement de 8 jours d'échange d'idées et d'expériences. Ces cadres de l'environnement et ceux des mines sont outillés davantage sur l'élaboration et l'utilisation d'une base de données des projets miniers. Cette base doit nous servir des visions générales, des études d'impact, des projets et sociétés minières évoluant sur le territoire national guinéen. Au second plan, nous avons fait des études de cas pratiques sur l'étude d'impact environnemental et social présentée par Alufer et un cas pratique sur l'étude d'impact environnemental et social présentée par la SMD dans le cadre de l'extension de ses mines de Filifirini et de Toumé-Toumé. L'organisation de cette série de formations répond à un souci majeur lié à la protection de l'environnement guinéen. Pour les participants, ce vide est comblé. Nous sommes outillés pour répondre aux aspirations légitimes du peuple en préservant l'environnement de façon générale. Donc la balle est dans notre camp de se mettre à la tâche pour répondre aux aspirations légitimes du peuple dans le cadre de la préservation de l'environnement. Pour avoir une vision large sur les études d'impact environnemental et social, les participants promettent de multiplier les enseignements aux autres cadres impliqués dans la gestion des mines. Le but est d'assurer la transparence dans ce secteur promoteur de l'économie nationale. Comment revigorer le système éducatif guinéen? La question était au centre des travaux de la revue du programme de renforcement des capacités des structures éducatives. La rencontre a permis au cadre du ministère de l'Éducation et l'UNESCO, aux partenaires financiers, de tirer les conclusions sur l'exécution du projet CAPEFA, développement des capacités pour l'éducation pour tous. On en sait plus avec Bernard Tanguino. Au terme de 4 jours de concertation, le programme de développement des capacités pour l'éducation pour tous tire ses conclusions d'exécution. À travers ses 8 composantes, ce programme de renforcement des capacités des structures éducatives a réussi à booster les compétences des cadres et enseignants de l'école guinéenne. Ces 4 jours ont juste permis de mettre en synergie ce que toutes les composantes ont eu à faire. Et nous retenons que le fait que ce programme ait été piloté par une expertise nationale a permis à beaucoup de gens de mieux comprendre, de mieux s'approprier ce qui se passait et d'avoir beaucoup plus de compétences pour aller beaucoup plus loin et pour ce CAPEFA et pour d'autres CAPEFA. En dépit des acquis enregistrés, le projet CAPEFA 3 a montré ses limites, notamment la non-atteinte de l'objectif de la scolarisation primaire universelle initialement projeté pour 2015. Pour corriger ces faiblesses, des recommandations sont formulées par le collège d'experts de l'UNESCO et des départements en charge de l'éducation. Premièrement, finaliser la politique nationale holistique sur la question enseignante. Poursuivre les activités du programme pour atteindre les bénéficiaires ultimes que sont les enseignants en situation de classe et les élèves. Troisièmement, intensifier les activités d'encadrement, rapprocher et renforcer les compétences des encadreurs de proximité et les capacités des cellules de formation continue, des inspections régionales d'éducation, des directions préfectorales de l'éducation et des directeurs communaux de l'éducation. Renforcer la coopération régionale dans le cadre de l'échange d'expériences. Renforcer la synergie entre les différentes structures des départements en charge de l'éducation impliqués dans la formation et la gestion des enseignants. Cet atelier de revue a également permis la production de plusieurs documents sur la stratégie éducative. Ils seront multipliés et ventilés dans toutes les écoles du pays pour servir de guide aux enseignants et professeurs en situation de classe.
Et puisqu'on parle éducation, l'actualité c'est aussi le coup d'envoi du deuxième salon de l'étudiant guinéen. L'université Kofi Annan de Guinée abrite l'événement qui met en contact des directeurs d'écoles françaises et des étudiants guinéens. Objectif échanger sur les procédures de voyage d'études en France. Reportage Mohamed Salouba. Le salon de l'étudiant guinéen reçoit des directeurs d'institutions d'enseignement supérieur français. Avec ces professionnels du secteur éducatif, les étudiants guinéens échangent sur les procédures de voyage d'études en France. Organisée par CCI Afrique, cette deuxième édition intègre le volet emploi. C'est pour permettre un échange direct et permettre aux parents et aux élèves de poser toutes les questions relatives aux études à l'étranger. Mais vous savez, la nouveauté cette année, nous avons mis le premier emploi qui permet aussi aux jeunes qui ont déjà fini les études de venir poser des questions sur la rédaction de CV, la préparation des entretiens d'embauche et toutes les questions ou paramètres qui peuvent aider une personne qui a déjà fini les études de trouver un emploi. Vous avez énormément d'étudiants, de jeunes qui sont désireux d'apprendre, qui sont désireux de se former à des métiers qui sont techniques, des compétences qui pourront réinvestir dans leur pays pour faire avancer votre économie, pour faire avancer votre technicité. Et c'est pour ça qu'on revient tous les ans pour offrir des possibilités supplémentaires aux jeunes qui sont désireux de le faire. CCI Afrique et ses partenaires proposent aux jeunes Guinéens plus de 50 filières de formation. C'est pourquoi l'événement suscite de l'intérêt chez les jeunes Guinéens animés par la volonté de poursuivre les études dans les universités françaises. Ce que nous pouvons offrir comme formation pour la jeunesse guinéenne, c'est une préparation pour intégrer donc un cursus universitaire, puisque nous vous préparons pour intégrer donc des métiers. Comme je fais les sciences informatiques, donc je voudrais approfondir dans l'informatique. C'est pourquoi je suis venue me renseigner là et puis j'ai vu que ça m'intéresse beaucoup. J'ai pris une fiche, je me suis inscrite sur la fiche. Accompagner le gouvernement guinéen dans la formation des jeunes, c'est la mission du groupe CCI Afrique. Aujourd'hui, la structure a à son actif plusieurs jeunes Guinéens en formation dans les institutions d'enseignement supérieur françaises. Emploi jeune, le gouvernement vient d'entreprendre la réinsertion socio-professionnelle des jeunes associés des forces de défense et de sécurité. Une formation sur le civisme qui se déroule à Kissidougou, où séjourne le ministre en charge de la formation professionnelle pour apprécier l'évolution des travaux. Reportage Komara Moussa. Ils ont un parcours difficile. Ces 120 jeunes ont été formés à la manipulation de l'arme dans l'espoir d'intégrer aux forces de défense et de sécurité. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils représentent un risque majeur pour la société. Conscient de cette réalité, le gouvernement, à travers le plan prioritaire pour la consolidation de la paix et du système des Nations Unies, leur offre cette formation axée sur le civisme. L'objectif est de les réadapter à la vie associative en vue de réduire l'insécurité dans le pays. Le civisme doit être un autre fait. Alors les jeunes gens sont en train de bien écouter ces choses-là et nous pensons que d'ici 2-3 jours, vous allez voir, ce serait pour nous de nouvelles personnes qui vont apprendre à mieux vivre en société. Ce programme cible ces jeunes justement pour en partie contribuer donc à limiter les facteurs d'insécurité et à promouvoir la paix à travers un cible particulièrement exposé que sont ces personnes-là. En Guinée, ils sont environ 6 000 jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Mbemba Fenduno fait partie du groupe. Cet ex-volontaire de Kaléa accorde de l'intérêt à cette formation. Ce n'est pas seulement dans l'armée qu'on peut avoir quelque chose. Même les métiers, on peut avoir. Donc, notre professeur nous a d'abord appris à prendre conscience. Donc tout le monde ne peut pas être dans l'armée. Ce vaste programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes recrues de Kaléa bénéficie du soutien des autorités de Kissidougou. Cette formation est extrêmement importante parce qu'elle va arracher les jeunes d'un secteur pour les mettre dans un autre secteur, le secteur du travail, le secteur collectif, pour qu'ensemble ils puissent trouver un chemin pour faire le bon renouvellement de la jeunesse guinéenne. Cette formation va durer 3 jours.
Zérékouré, Macenta, Kissidougou, Forikaria et Conakry sont des zones ciblées. 1500 ex-volontaires vont bénéficier de l'autonomisation économique du projet. Santé, les spécialistes en ORL tiennent leurs premières assises à Conakry. Il s'agit de faire connaître la spécialité et d'harmoniser la prise en charge des maladies liées notamment aux oreilles, à la gorge et au nez. On en sait plus avec Mamadi Gassama. Les pathologies liées à l'oreille, à la gorge et au nez sont fréquentes aujourd'hui en Guinée. Selon les spécialistes en ORL, ces différentes maladies représentent 15% de consultations dans les structures sanitaires du pays. C'est pour faire connaître les causes, les conséquences et les modes de traitement de ces pathologies au public que se tiennent les premières assises d'ORL en Guinée. Les motivations sont multiples. La première motivation, c'est que notre spécialité, il y a longtemps, n'anime pas de conférences ni de manifestations scientifiques. Et donc, on s'en a pensé organiser. Deuxième motif, c'est le thème. Les urgences ORL intéressent tout le monde. Ça peut intéresser les enfants, les adultes, les femmes, les vieilles personnes, les hommes. Cette rencontre, première du genre en Guinée, a réuni outre la crème de la médecine des étudiants en situation de classe. Ils souhaitent se spécialiser dans ces domaines. L'ensemble des étudiants de la faculté de médecine et des médecins qui sont appelés à une spécialisation dans ce domaine doivent apprendre les rudiments scientifiques liés à cette spécialité, c'est-à-dire au nez, à la gorge et aux oreilles. Le constat révèle que la prise en charge de ces pathologies fait défaut dans certaines structures sanitaires du pays. À travers ces assises, le service de l'ORL entend pallier à ces déficits à travers le déploiement du personnel soignant dans ces zones. Un mot de sport pour boucler cette édition, direction Saint-Louis au Sénégal, où s'est tenu récemment le tournoi international de judo. La Guinée occupe la deuxième place après le Sénégal. Nos athlètes sont revenus avec 5 médailles, 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Mami et Belamo. Dans sa 18e édition, tenue à Saint-Louis au Sénégal, le tournoi international de judo a connu la participation de 6 nations, dont la Guinée et plusieurs clubs sénégalais. 9 athlètes guinéens, dont 3 filles, ont défendu les couleurs nationales. Des athlètes qui ont forcé l'admiration du public sportif sénégalais de par leurs prestations. À l'issue des différentes confrontations qui ont duré 2 semaines, notre pays a occupé la 2e place après le Sénégal, pays organisateur. Ces athlètes sont revenus avec 5 médailles, dont 3 en or, 1 en argent, 1 en bronze et 1 coupe de leur meilleure participation. Nous avons participé à cette compétition. Il faut l'avouer que le niveau de la compétition était très relevé cette fois-ci. Et dans ça, franchement, les enfants se sont battus de façon sans complexe. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ces athlètes ont préparé cette compétition, aujourd'hui ils se disent satisfaits du résultat obtenu en occupant la 2e place devant des grandes nations comme la France, la Mauritanie, la Gambie et le Mali. Surtout le sport de combat, ce n'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel. C'est pour vous dire que comme de faire le sport de combat, ce n'est pas facile, c'est dur. Parce que dès que tu es sur le tatami, tu es là-bas avec ton adversaire seul. Ce n'est pas tout le monde qui va faire le judo. Si tu n'es pas le fils de ton père, tu ne peux pas faire le judo. Hein. C'est le courage seulement. Ils n'ont qu'à nous soutenir, on va faire le judo, on aime notre pays, on veut faire le sport. Ce n'est pas le football seulement qui est là. La coupe de ce tournoi international porte le nom du feu Ababakar Fall, Dimbaï Boy, l'initiateur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.